Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On débute maintenant avec l'analyse pour le Bitcoin. On est en format hebdomadaire, donc format assez large. On a toujours la sortie haussière du biseau ici depuis maintenant 4 semaines. Il n'y a pas eu de retest du biseau, ça part en ligne droite. Là, on est actuellement sous un niveau de résistance qui est assez fort, hein. C'est l'ancien point haut qu'on avait fait ici. Et ici, c'est les clôtures de bougie, les points bas avec le point haut ici. Donc c'est une résistance, c'est pas la plus grosse des résistances, hein, c'est pas un point haut vraiment isolé tout seul, vraiment tout en haut, tout en bas, mais c'était quand même un point haut et avec on voit à l'horizontale, un niveau de résistance qui est souvent travaillé. C'est également la zone des 10 000, hein. Donc comme vous le savez sûrement, les chiffres ronds sur les cryptos et même sur les autres marchés, c'est un impact psychologique assez fort. Donc on devrait encore pousser, je pense, pour au moins les tester une fois, à voir après s'il y a une forte réaction dessus ou pas. Si on rajoute Ichimoku, vous voyez, on est en train de tester le Kumo, le haut du Kumo. Alors, je vais enlever le niveau. On est légèrement au-dessus, mais il faut attendre la fin de la semaine, savoir est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou est-ce que ça sera juste une mèche et qu'on aura clôturé en dessous. A noter également qu'on va probablement clôturer au-dessus de la Kijun en bleu ici. Donc c'est plutôt un signal haussier, c'est une clôture hebdomadaire au-dessus de la Kijun. C'était pas arrivé depuis très longtemps, hein. Donc c'est un signal plutôt haussier. Le souci pour moi c'est vraiment le Kumo. Est-ce qu'on va le casser ou pas? Parce que si on le casse pas, les cours peuvent très bien corriger pour retourner tester le bas du Kumo. La zone des 8500, c'est toujours une forte zone de support maintenant. Là on a eu, sur les 5 dernières semaines, on a eu 4 semaines de forte hausse sans aucune correction. Donc à un moment ou à un autre, il faut que les cours corrigent. C'est plutôt une bonne chose, hein, que ça corrige. Donc pour ceux qui cherchent à se placer en swing et qui ne sont pas acheteurs, acheter sur le niveau actuel, ça me paraît pas une bonne idée, en tout cas pas une idée où on peut gérer le risque. Mais si on rebaisse vers les 8500, donc bas du Kumo, ça correspond également à une correction de 38% de la vague de hausse qu'on a fait pour l'instant, si on est par là ou vers les 10 000 en tout cas. Donc ça me paraît le niveau minimum de correction pour vouloir se mettre à acheter pour un swing en format hebdo. Et ce qu'on vise, hein, ça sera un rebond avec, à terme, pour moi l'objectif c'est l'oblique qu'on a ici. Donc ça pourrait nous ramener, hein, selon le rythme, vers les 11 500. Donc ça va être affiné au fil des semaines. Déjà au moins attendre la clôture hebdo, voir si on est sous le nuage ou au-dessus. Si on est au-dessus, ça pourrait très bien continuer à monter la semaine suivante. Dans ce cas-là, vu que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas se placer en swing sur ces niveaux actuels parce qu'on est déjà trop haut, il n'y a pas eu de correction depuis très longtemps, c'est trop risqué, si on veut acheter pour jouer la poursuite haussière, dans ce cas-là, il faut regarder dans les plus petits time frames. Vous regardez en 1 heure, en 4 heures, en 8 heures, et vous cherchez des opportunités d'achat à court terme avec un stop serré. C'est le souci, c'est monter trop vite, en tout cas en hebdo. Donc on ne peut pas acheter en mettant un stop sous les points bas comme on le fait classiquement dans les stratégies de suivi de tendance. Du coup, il faut descendre des time frames et tenter des entrées un peu plus dangereuses en petit time frame. Quand vous achetez, soit vous achetez quand on fait un breakout. Breakout, c'est souvent les derniers points hauts, hein. Là, si je prends le dernier point haut, breakout aussi ici, on pouvait tenter un achat en théorie avec un stop sous les points bas ou au moins sous le niveau à l'horizontale avec un peu de marge. Ensuite, on a recassé encore les points hauts qu'on avait ici. Là, on pouvait acheter avec un stop sous le niveau. Et vous voyez, en tendance 4 heures, elle est relativement propre. En a tendance à pareil point aussi. On l'a cassé à la hausse. On pouvait tenter d'acheter. Donc, quand on ne peut pas se placer vraiment dans un grand format pour jouer un swing, parce qu'il n'y a pas eu de correction depuis trop longtemps, c'est trop dangereux, vous regardez en plus petit time frame, avec des stops serrés. Si la tendance perdure, comme c'est le cas sur Bitcoin, ça vous permet quand même de faire des beaux gains. Et au moment où la tendance va changer et qu'on va avoir une vraie correction baissière, dans ce cas-là, ça vous coûtera un trade perdant pour une fois, mais ça sera un trade perdant qui n'aura pas coûté très cher. Alors une petite mise en garde, si on regarde en journalier quand même, on a peut-être, alors je dis bien peut-être parce que pour l'instant c'est pas encore très probant ni validé, une espèce de vague de Wolf comme ceci. Donc vague de Wolf, je rappelle, c'est un pattern en 5 points. Donc le point 1, 2, 3, 4 et 5. Et le point 5, souvent, c'est un point qui va excéder un peu l'espèce de biseau qu'on a. Donc excéder un peu, ça veut dire qu'il va faire comme s'il y avait une cassure. Et en fait, c'est une fausse cassure et les cours repartent brutalement à la baisse. Et l'objectif de la baisse, c'est le point 1 à 4. Donc on tire une oblique comme ça. Cette oblique, en général, c'est l'objectif baissier du pattern.
Je vous montre rapidement un schéma théorique d'une vague de Wolfe, hein. C'est un pattern comme ça ou comme ça, avec donc une fausse cassure au point 5, qui n'est pas obligatoire pour vraiment valider la vague, mais qui est quand même très très courante pour les vagues de Wolfe. En général, c'est ce qui est caractéristique vraiment de la vague. Et après la fausse cassure, ça repart à la baisse. Et ce qu'on vise, c'est le PA qu'on a ici, donc c'est la ligne 1,4. C'est le prix estimé d'arrivée. Donc là, vous voyez, le point 5, on l'a pas encore excédé, donc on l'a pas encore vraiment fait. C'est assez classique qu'on fasse une fausse cassure. Et si on monte et qu'on a atteint les 10 000, ça veut dire qu'on aurait fait cette fausse cassure à 10 000, par ici, et il y aurait des chances que ça reparte à la baisse si la vague de Wolfe est validée. Alors comment on sait si elle est validée ou pas, la vague de Wolfe? Parce que ça peut très bien aussi être un biseau cassé par le haut. C'est pas très courant, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, ça peut indiquer la poursuite haussière, hein, comme pour n'importe quel pattern qui est cassé à la hausse. Donc comment on sait si c'est une vague de Wolfe qui va se former? Si on casse ici au point 5, qu'on constate qu'on a dépassé, qu'on a testé 10 000, et qu'après ça rebaisse brutalement et qu'on réintègre l'espèce de biseau, donc qu'on repasse sous la ligne 1,3, en général, c'est ça qui nous dit qu'on est bien dans le cadre d'une vague de Wolfe, et dans ce cas-là, ça annonce qu'on risque d'avoir une baisse assez prononcée par la suite. Donc si vous êtes acheteur actuellement sur Bitcoin, je vous conseille de rester acheteur, hein. C'est pas parce qu'on voit ce début de pattern se former qu'il faut vendre. Tenez la position au moins jusqu'au 10 000. Et si au 10 000, vous voyez qu'on réintègre après avoir atteint l'intérieur du biseau, là, ça sera peut-être le moment de sortir de position. On passe à l'Ether face au dollar. Alors l'Ether face au dollar, la semaine dernière, on avait vu ce canal baissier. Et je vous avais dit, si en hebdo, on clôture au-dessus, ça peut être le signal d'achat pour aller chercher le Kumo. Donc toujours pareil avec Ishimoku, hein, quand on casse la Kijun en bleu, souvent on va chercher le Kumo par la suite. Donc là, on était assez confiant parce que la cassure ici de la Kijun en bleu, ça correspondait en plus dans le même temps à la cassure haussière du canal baissier. Donc là, c'était vraiment un double signal de poursuite haussière. Et on avait d'ailleurs donné l'objectif de la hausse à 220 pour venir tester le Kumo. Donc là, on l'a testé. Donc, si vous avez acheté suite à la clôture hebdo, je vous conseille de prendre vos bénéfices ou au moins d'en prendre une grosse partie parce que là, on arrive sous une résistance qui est quand même relativement forte. C'est les points bas qu'on avait ici. C'est le Kumo ici d'Ishimoku et c'est le Kumo hebdo qui est relativement épais pour l'instant. Donc, il y a des chances que ça corrige un peu à la baisse. Surtout qu'on n'a pas eu de correction depuis assez longtemps, comme sur la Bitcoin. Donc, prudence. Si jamais ça corrige, pour parler des plans swing, si on revient tester le canal parallèle baissier par au-dessus, ça peut être un bon niveau pour tenter un achat. Si on jette un œil au format journalier, alors ce qu'on voit sur le format journalier, c'est que pour l'instant, on n'a pas de signe de baisse, hein. On est sous la résistance hebdo qu'on est en train de tester. Je vous ai dit, il y a des chances que ça baisse. Pour l'instant, pour le coup, on n'a pas du tout de signe de baisse. Mais malgré tout, si vous regardez un peu les indicateurs, si on regarde par exemple un RSI tout bête 14, on est à 82 quasiment. Donc on est en gros surachat. Si on regarde un peu dans l'historique, qu'on atteigne le niveau des 80, c'est quand même très très rare, hein. Vous voyez, on l'a atteint une fois ici. Et après, il faut remonter en janvier 2018. Donc depuis janvier 2018, on a atteint 2 fois ce niveau de surachat sur l'Ether. Donc c'est quand même pour vous dire que c'est pas un mouvement commun et que le moment où ça va corriger, on risque d'avoir quand même une grosse correction. C'est pour ça que là, ça me donne pas envie de garder l'achat en hebdo ici. On est sous résistance, on est super suracheté en journalier. Donc pour moi, c'est vraiment le moment de prendre des bénéfices tant qu'on est tout en haut sous la résistance. Et si ça rabaisse, on recherchera des achats à nouveau. Sans parler du retour sur le haut du canal qu'on a vu en swing, si ça rebaisse en format journalier, vous visez soit le Kumo pour reprendre des achats à court terme, soit la Kijun qui est là, qui est en train de monter, qui sera un peu plus haute. C'est des niveaux classiques avec Ishimoku de correction avant que les cours repartent à la hausse. Donc si vous jouez pas en swing et que vous voulez pas attendre une possible grande correction, qui n'aura peut-être pas lieu, hein, si elle a lieu tant mieux, si elle n'a pas lieu, il faut d'autres plans. Les autres plans pour moi c'est de se baser sur Ishimoku et d'attendre les retours sur la Kijun ou donc le Kumo. C'est les 2 gros niveaux de support qu'on a avec Ishimoku. Donc c'est les niveaux en général intéressants pour se mettre à rechercher des achats et pour estimer qu'on a assez corrigé dans cette phase de hausse et que maintenant on peut vraiment reprendre des plans acheteurs. Sur le Ripple en format hebdo, on a également une belle phase de hausse, hein, comme sur le Bitcoin et sur l'Ether, de toute façon tout est corrélé.
Cette phase de hausse, elle est en train de nous emmener sur le haut de l'ancienne zone ici, qui était une zone de support pendant un an, qui a été cassée à la baisse, donc maintenant c'est une zone de résistance. On est en train de tester le haut de cette zone. Donc pour l'instant, on l'a pas franchement cassé à la hausse, donc ça pourrait très bien être juste un pullback sous la zone et repartir à la baisse, mais ça va être à surveiller, parce que si l'ensemble du marché crypto reste aussi encore 1, 2, 3 semaines, on va probablement repasser au-dessus de la zone. Si on repasse au-dessus de cette zone, ça veut dire que la résistance n'a pas marché, que ce petit mouvement en dessous, c'était un piège baissier, une fausse cassure, et donc on pourra reprendre des plans haussiers si on repasse au-dessus de la zone. Tant qu'on était en dessous, j'en avais déjà parlé, j'étais pas vraiment chaud pour des achats parce que même si on a eu les 5 semaines de hausse ici, enfin les 4 semaines, on était sous la résistance, en tout cas sous la grosse zone de résistance ici, donc ça me donnait pas envie de chercher des achats. Maintenant qu'on est sur le haut et qu'on est plus très loin de sortir de la zone, ça commence à devenir intéressant. On a franchi cette oblique qu'on a comme ça. On l'a franchi à la hausse. Là, il faudra encore qu'on monte un peu. Si on rajoute le market profile avec le volume ici à droite, on peut voir la grosse zone de résistance. C'est celle où on a le trait rouge, où on a le POC, donc c'est la zone d'équilibre qui a le plus été travaillée. Eh ben, vous voyez, on est pile dessous. Et c'est la plus grosse zone de volume, donc c'est le niveau le plus résistant maintenant. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si on franchit à la hausse cette zone très résistante, pour moi on pourrait se mettre à prendre un achat. Donc on va se baser pas sur cette zone, mais sur celle d'au-dessus qui est également très grosse en termes de volume. Vous voyez, là on a vraiment 2 barres ici comme ça, qui ont été très travaillées par les cours. Donc pour moi, pour estimer qu'on est vraiment sorti et qu'on a cassé cette résistance à la hausse, j'aimerais une clôture au-dessus. Donc une clôture au-dessus, ça nous ramènerait vers les 0,3450 en format hebdomadaire. Si jamais ça arrive, pour moi, c'est le signal que on a vraiment cassé cette résistance à la hausse. Et là, on pourra faire des plans sur la comète pour chercher des plans acheteurs. Tant que c'est pas fait, malgré la hausse, là, je vois pas de moyen de se placer maintenant parce qu'on est sous le haut de la zone de résistance. Si vous êtes déjà acheteur, ce qui n'est pas mon cas, méfiance aussi. J'ai vu en format journalier, on a un AB égale CD, donc le pattern, donc vague de hausse, la première correction de poids ici, qui nous ramène à ce niveau-là, donc à 0,2935. Quand on arrive ici, ça va compléter l'ABCD vendeur, donc là c'est un ABCD vendeur, et il y a des chances que ça reparte ensuite à la baisse. Donc, je rappelle rapidement le pattern, je le montre quasiment chaque semaine, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement de hausse, un mouvement de baisse, un nouveau mouvement de hausse, et le segment CD, classiquement, a la même taille que AB. Et là, ça veut dire que c'est le moment de vendre. Donc, sur l'ABCD qu'on a ici, là, on aurait un ABCD comme ça, si on veut mettre avec l'outil ABCD ici, qui se compléterait donc juste au-dessus à 29,35 comme j'ai dit. Donc, attention pour les acheteurs. On va regarder Link en USDT qui est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses à noter. Là, on va travailler ça d'une part avec un ABCD comme on a vu juste avant. Donc, si on regarde, on a une phase de hausse ici, une phase de baisse, une nouvelle phase de hausse. On va mesurer le segment CD. Donc pour ça, on prend l'extension de Fibo qu'on reporte A, B et C. On a le 100% ici. Ça veut donc dire que là, le segment D, au niveau 100%, il a la même taille que le segment AB. Donc là, l'ABCD vendeur est complété. Donc attention, il y a un risque de baisse. Dès maintenant, en fait, on vient de tester avec la mèche le niveau. Donc même si c'était très haussier Link jusqu'à là, déjà prudence parce qu'on est sous un pattern vendeur en format hebdo. En plus, le pattern vendeur, il faut savoir qu'avec les AB égale CD, quand vous avez les mêmes nombres de bougies dans les segments, ça renforce encore l'effet. Donc là, si on mesure les bougies, on a 7 bougies de hausse. Et l'autre segment, on est à 7 bougies également. Donc là, on a un ABCD qui est bon à la fois en symétrie et en symétrie temporelle, parce qu'on a vraiment le même nombre de bougies dans les deux segments. Là, c'est classiquement les ABCD qui marchent le mieux, et donc ça veut dire qu'on va avoir une phase de baisse. Alors malgré tout, à chaque fois qu'on a un ABCD, c'est pas pour ça que ça fonctionne à 100% du temps. Ça serait un peu trop simple. S'il y avait des ABCD qui marchaient partout tout le temps, les cours feraient que le yo-yo. Mais on note quand même qu'on a ce niveau. On va regarder les différents scénarios possibles. D'un point de vue, je vais enlever le Fibo, d'un point de vue purement technique, on est en train de casser les points hauts qu'on a fait avant ici. Donc on peut également voir ça comme un breakout haussier,
et dans ce cas-là, c'est plutôt un signal de poursuite haussière. Donc là, on a un peu, selon les méthodes qu'on prend, on peut avoir les deux signaux d'achat ou plutôt de vente. Donc ça nous arrange pas. Alors ça fait un peu réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc on va être assez rationnel. J'ai pas envie d'acheter, même si c'est un breakout, parce que on est sous la BCD et qu'il y a des risques de baisse. Si jamais la BCD ne marche pas et que ça continue à monter, eh ben dans ce cas-là, j'attendrai le potentiel throwback dans la zone, donc le retest de la zone par au-dessus, pour me placer. Et c'est là que j'entrerai en position. C'est là que je pourrais me dire, ben, la BCD n'a pas marché parce qu'on est monté plus haut. Donc, je me place sur la correction qui s'ensuit, qui est assez courante. En termes d'objectifs, si ça arrive, alors je vais tracer ici un Fibo de toute la vague de baisse. Et pour moi, l'objectif, si on se place, c'est de viser le Fibo 88.6 ici. Donc, ça nous ramènerait à 4,22. Alors, pourquoi ce Fibo? Parce qu'en fait, ce Fibo correspond à une autre figure harmonique que je vais dessiner à l'écran ici, c'est ce qu'on appelle un BAT. Alors le BAT, il y a deux ratios principaux à prendre en compte. C'est le point B qui doit être en général vers 50, donc là c'est bon, et le point D qui va être à 88,6, donc là c'est bon. Alors je vous montre le schéma théorique, hein. Un espèce de W avec le point C plus haut que A, donc là c'est bien le cas, et le point B à 50 et le point D à 88,6, et c'est un pattern baissier. Donc là, si jamais ça monte encore un peu comme on a vu avant, qu'après on a un throwback et qu'on se place ici, bah pour moi l'objectif de la hausse, c'est de viser le pattern ici, parce que c'est un pattern vendeur. Donc ça fait quand même un bel objectif, hein. Si jamais ça arrive et qu'on se place quelque chose comme ça, hop, voilà, ça peut faire un trade avec un ratio risque de 2,5. Si on achète ici sur le throwback avec un stop un peu large en dessous, de 15%, bah ça fait quand même une belle hausse à viser par la suite. Donc là, c'est vraiment des plans, si jamais ça se passe comme j'ai dit avec le throwback par la suite. Dans tous les cas, sur les niveaux actuels, même si c'est très haussier, même si on a fait un breakout des anciens points hauts ici, bah, pour moi, c'est trop dangereux de se placer maintenant parce qu'on est sous la BCD. Donc comme j'ai dit, je laisse monter et j'espère que ça va rebaisser après pour acheter. Sinon, si ça continue tout droit en ligne droite, ben, ça sera sans moi. Mais voilà, un trade qu'on n'a pas pris, c'est pas une perte en soi, c'est juste un trade qu'on a loupé. Donc ça nous coûte rien.